nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de tout accord international? C'est quand même invraisemblable que ce soit un pays nucléaire qui n'est pas membre du traité de non-prolifération, qui attaque un pays non nucléaire et qui est membre du traité de non-prolifération. C'est le comble d'hypocrisie. Netanyahou devant l'ONU, où je vais dessiner une bombe et je vais mettre un trait rouge, et je vais dire, ok, ils sont à deux doigts d'avoir l'arme nucléaire. Ça fait 30 ans qu'Israël dit ça, si vous voulez, il faut quand même pas négliger. Israël est quand même le seul État au monde qui a obtenu l'arme nucléaire de façon illégale. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir utilisé offensivement l'arme nucléaire. Que ces deux pays viennent donner des leçons au reste du monde en bombardant des sites nucléaires, si vous voulez, ça passe pas auprès du reste du monde. C'est impossible que ça passe auprès du reste du monde. C'est fini cette histoire. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'Union européenne, c'est le quatrième Reich. L'Union européenne, je le dis, c'est le quatrième Reich. Je veux dire, c'est une construction juridique fantasmatique, totalement illusoire, par laquelle on veut faire croire au peuple des États-nations qu'elle s'impose à la volonté des parlements nationaux parce que les textes l'y autorisent. Tout ça est faux. Qu'est-ce qui va se passer avec ce qui se passe en ce moment en Iran, en Israël, etc. Il y a beaucoup de juifs israéliens qui savent qu'Israël n'est plus le pays de rêve, tu vois. Et quelle est la destination de ces gens pour se rabattre dans un pays plus agréable dont ils ont un contrôle finalement bien plus grand et bien moins dangereux pour eux? Ça s'appelle la France. Et on va passer, dans quelques années, rappelez-vous ce que vous dit Soral le prophète, on va passer de 700 000 juifs peut-être à 2 millions de juifs. Et ces juifs qui vont... C'est d'ailleurs la plus grande population juive du monde par rapport à un pays. Hein. Et là, pour que ça se passe pas trop mal, il y a deux choses. Il faut que les juifs aient le pouvoir intégral sur la France de façon dictatoriale. C'est-à-dire que tout mec qui se plaint ou qui pète de travers finit en tôle, et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et deuxièmement, pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir en étant totalement minoritaires et illégitimes, à tous les niveaux, il faut créer une guerre civile larvée en France, entre extrême gauche et extrême droite. Parce que ça justifie une horizontalité des luttes qui se stérilise, un État policier, et vous verrez que c'est exactement ce qui est en train de se... Et c'est pour ça qu'on a Yadan en ce moment, c'est pour ça qu'on a le projet de criminalisation terminale de l'antisionisme bien gaza, parce que aujourd'hui, le deuxième Israël, la nouvelle Jérusalem de demain, compte tenu du conflit les tensions vont ne faire que s'aggraver là-bas, c'est la France, c'est même pas l'Ukraine, parce que l'Ukraine, ils sont en train d'en perdre le contrôle. Il y avait un projet sur l'Ukraine, mais à mon avis, il est plus viable. Donc, il faut bien comprendre, c'est que où nous aurons demain en France, ou après-demain, ça va venir très vite, des tas de types qui seront des criminels de guerre, des binationaux franco-israéliens d'une arrogance inouïe, qui sont sur la ligne likoudzique, qui nous traitent de sous-hommes et de goy, qui vont nous imposer leurs lois en France, dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut éliminer Mélenchon et tout l'antiracisme de gauche, et il faut coopter une petite frange de blancs d'extrême droite qui seront d'accord pour faire ce qu'on appelle les Shabbat Goy, tu sais. Tout ça est déjà dans les cartons, c'est prévu. Rappelez-vous ce que je suis en train de vous dire. Tu es fan de Sarah Knafo? Attention au grand remplacement. Son équipe de campagne ressemble à l'entrisme qu'elle dénonce toute l'année. Je m'explique. Dans son équipe, tu as Rebecca Sirois. Elle était dans un des bus affrétés par la DDF de Franck Tapiro pour le match France-Israël en 2024. On vous emmerde! Dans l'Express, elle déclarait « On n'est pas là pour le foot, on est là pour Israël ». Laure Cohen, alias Coxis, la chanteuse de Garçons. Chez Jordan Deluxe, elle déclarait « Après, voilà, Israël, c'est un État démocratique que je soutiens ouvertement et à 100%, et sans réserve, et sans oui mais derrière, quoi. » Soutien inconditionnel. Ensuite, tu as Aurélie Assouline, militante officielle israélienne, invitée régulièrement sur Radio Shalom, Radio J et I24 News. Ensuite, tu as l'avocat Franck Serfati. Bon, je pense qu'avec cette photo-là, on n'a pas besoin d'en dire plus. Et enfin, pour terminer, tu as
Mourad Amelal, le Kabyle, qui trahit les Kabyles en associant son peuple à Israël sans aucune légitimité. Terminons par Knafo, elle est plus judéo que chrétienne quand on observe son silence assourdissant sur la mort du curé Pierre El Rani au Liban, tué avant-hier par l'entité qu'ils défendent tous. Feu d'artifice sur Tel Aviv, les gars, admirez le spectacle. Ah, quand c'est pas des femmes, des enfants, tu vois, des vieillards, ça fait moins les malins, hein. Et me parlez pas de population civile, hein, avec ces gens-là. Tu vois, c'est des gens qui allaient admirer les bombardements sur les Palestiniens en faisant la fête, en criant de joie. Cette idée qu'Israël désormais n'a plus de frontières et peut à tout moment envahir le Sud-Liban, envahir la Sud-Syrie, envahir un autre pays voisin. Il est temps qu'Israël se comporte en démocratie et se comporte en État tout court. Alors que le pari d'Israël, c'est de multiplier les États faillis de la région, dans la région, et à partir de là d'intervenir quand bon lui semble. Eh bien, la normalisation de la région passe par la création d'un État israélien normal, c'est-à-dire avec des frontières reconnues, en respectant la règle de droit qui s'impose à tous les autres. Ce qui a été fait à Gaza est inacceptable. Ce qui est fait en Cisjordanie est inacceptable. Ce qui est fait au Liban est inacceptable. Eh ben regardez, et le président français serait bien inspiré de le dire, de le dire fermement, clairement, et de prendre la tête d'une coalition d'États pacifiques européens. Bientôt, les États du Golfe vont ouvrir les yeux et vont constater qu'on les entraîne dans une catastrophe. Et on voit bien que leur modèle est fondé sur l'économie, sur la finance et sur la stabilité. Et vous parlez bien, ce modèle, il est mort. La puissance ne peut pas tout quand elle ne sait pas ce qu'elle veut et elle ne sait pas où elle va. Elle mobilise contre elle, au contraire, tous les peuples du monde, tous les ressentiments, tous les esprits de revanche et elle nourrit le cycle de la violence. Et ce que je dis n'est pas très compliqué à comprendre. Ça fait 25 ans que je l'explique, et ça fait 25 ans que, à commencer par la France, personne ne veut l'entendre. Entre-temps, on a eu la guerre de Libye, merci Monsieur Sarkozy. Entre-temps, on a eu la guerre du Sahel, merci Monsieur Hollande, merci Monsieur Macron. Et ce que quand on nous a mis un coup de pied au derrière de la part des Africains, qu'on a compris qu'il fallait partir. Très honnêtement, il y a quelque chose de surprenant dans la façon dont nous sommes dirigés. Benjamin Netanyahou semble plus déterminé que jamais et il a lancé une autre opération au sol dans le Sud-Liban. Nous continuons d'agir avec force contre l'Iran. Nos pilotes survolent le ciel iranien, Téhéran et le ciel libanais. Le Hezbollah a commis une très grosse erreur et nous attaque. Nous avons déjà riposté avec force et nous riposterons avec encore davantage de force. Le gouvernement libanais et le peuple libanais doivent comprendre que le Hezbollah les entraîne dans une guerre qui n'est pas la leur. Tout cela à cause de la mort de ce conférencier iranien qui n'a rien à voir avec eux. Ils doivent d'abord nous rugissons et nous agissons. Un groupe de rock, c'est un groupe qui se drogue. Bon. Alain Bachung, il se drogue. Bon, c'est du rock. Jimi Hendrix, c'était du rock. Non, je suis désolé. Les Rolling Stones, c'est pas du rock. Hein? De quoi? Ils se droguent? Les Stones? Bon, bah, c'est du rock. Dans le Comaga authentique, en revanche, ça ne passe pas. De plus en plus de personnalités quittent Donald Trump en lui claquant la porte au nez à cause de son asservissement à Netanyahou. C'est le cas de Candace Owen, de Tucker Carlson, de Nick Fuentes et récemment de la représentante républicaine démissionnaire Marjorie Taylor Greene.
Je pense que tout cela, ce n'est pas ce pourquoi nous avons voté, Megan. C'est absolument l'Amérique en dernier. Ce sont les mêmes foutaises qu'on nous sert depuis des décennies. Et je ne pense pas que le président plaisante. Je veux vraiment savoir s'il est en bonne santé mentale et pour qui il fait cela, parce que ce n'est pas pour le peuple américain. Il ment. Il est revenu sur ses promesses de ne plus mener de guerre à l'étranger, de ne plus renverser de régime. Et je veux savoir où est passé J.D. Vance. Où est-il? Où est Tulsi Gabbard? Parce que s'ils restent les bras croisés à ses côtés et ne lui disent rien, ils reviennent eux aussi sur leurs paroles. Tout est en vidéo, ils l'ont tous promis. Cela fait seulement 1 an et nous sommes déjà pris dans une autre saloperie de guerre et des soldats américains meurent. Fabrice Sorlin, je vous ai surpris à sourire au moment où vous écoutiez les justifications laborieuses de X7, de Pompeo, pardon, de Marco Rubio et de Donald Trump lui-même. Oui, en fait, c'est pathétique. On se rend bien compte que le narratif, il ne l'avait pas travaillé parce que, tout simplement, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un lendemain après le 28 février pour les Iraniens. Ils s'attendaient. Vous l'avez vu ? L'Iran a lancé des missiles sur Dubaï. Écoutez, je vais vous expliquer pendant les prochaines minutes pourquoi cette guerre a-t-elle eu lieu et pourquoi elle a été aussi courte que ça. L'Iran, c'est un gigantesque pays dans le Moyen-Orient, très puissant, qui historiquement est extrêmement divisé entre des élites urbaines un peu occidentales, pro-américaines, qui aiment bien vendre le pétrole du pays aux Américains et aux Anglais, et qui sont pas trop dans l'islam, qui préfèrent leur religion pré-islamique. Et d'ailleurs, ça c'est de l'avis du Shah d'Iran, le roi local, qui est très occidental, etc. Et puis des campagnes qui sont extrêmement conservatrices, extrêmement paysannes, très attachées à l'islam chiite, qui est différent de l'islam du reste du monde musulman, qui a une dimension révolutionnaire et très intellectuelle. Et donc voilà, c'est plutôt les campagnards et les jeunes qui étaient attachés à cet autre Iran-là. Okay, ces deux Irans sont vraiment en conflit dans les années 50, 60, et la répression politique du Shah contre voilà, le clergé révolutionnaire musulman est assez fort, et le pétrole continue d'être bradé aux Anglais et aux Américains, ce qui constitue un manque à gagner pour la population. Okay, très bien. Bon. En 1979, il y a quelque chose que la CIA n'a pas vu venir, c'est la révolution islamique d'Iran. D'accord ? Comment elle débute ? En fait, pendant plusieurs années, il y avait un ayatollah, un membre du clergé haut placé, qui s'appelait Ali Khamenei, qui était exilé en France et qui faisait passer des cassettes vidéo en secret à toute la population, dans lequel il fustigeait la collaboration avec les Américains et le pétrole qui est volé au peuple, selon voilà, ses prêches. Et donc, Ali Khamenei a convaincu les Iraniens de se soulever. À Téhéran, les étudiants se soulèvent contre le Shah, qui est obligé de partir en 1979, et la République islamique est instaurée, alors que l'ayatollah Ali Khamenei revient à Téhéran, accueilli par une foule de 3 millions de personnes. Le régime se porte très bien jusqu'à ce que, la même année, Saddam Hussein, soutenu par les États-Unis, et financé par les pétromonarchies, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Dubaï, etc., qui aujourd'hui sont bombardés. C'est aussi pour se venger de ça. Donc l'Irak, soutenu par les États-Unis et financé par les pétromonarchies, va attaquer l'Iran pendant 8 ans sans pouvoir faire tomber le régime. D'accord ? Bon. Après ça, le régime survit, essaye de développer l'arme nucléaire, ce que Israël tente de l'empêcher avec des assassinats et des attentats en Iran. Les deux pays se font la guerre via des milices, des missiles, etc., qui sont tirés depuis plusieurs décennies. Le Hezbollah au Liban, les milices au Yémen, voilà, les Houthis, etc., etc. Bref, c'est une espèce de guerre latente entre Israël, les Américains et l'Iran. Et puis là, ça pète particulièrement depuis le conflit à Gaza, parce que les Iraniens veulent venger les Gazaouis, comme ils l'affirment, et l'Iran voilà, enfin, l'Israël veut en mettre fin à l'Iran définitivement, en impliquant les États-Unis dans une guerre de grande envergure, comme ils l'ont fait avec l'Irak. Sauf que Trump ne le veut pas, parce que ça lui coûterait beaucoup trop cher, et l'Iran est beaucoup trop puissant et montagneux pour le détruire. C'est 90 millions d'habitants, ça se détruit pas comme ça. Et l'Iran est aussi soutenu par la Russie et la Chine.
Donc c'est très dangereux pour les États-Unis. Israël en rêve, et c'est pour ça que la guerre fut courte, c'est-à-dire que Trump a tué l'ayatollah, détruit quelques installations, et en fait on pourrait résumer cette petite guerre en une phrase. Les États-Unis, Trump a donné à Netanyahou ce qu'il demandait, la mort de l'ayatollah, mais ne lui a pas donné ce qu'il voulait vraiment, c'est-à-dire une guerre totale avec l'Iran. Donc Trump retient les États-Unis d'entrer en guerre avec l'Iran, ce que voudrait Israël. Israël est bien frustré de ne pas pouvoir voir les Américains entrer en guerre avec leur ennemi régional. Et puis, au passage, quelques monarchies pétrolières, le Koweït, le Qatar, les Émirats, donc Dubaï, l'Arabie Saoudite, qui ont autrefois financé l'Irak contre l'Iran et qui se sont rangés du côté des Américains pour avoir beaucoup d'argent avec le pétrole, sans s'opposer à Israël, eh bien, se prennent quelques missiles perdus. Voilà un peu la situation dans le Moyen-Orient. Chapeau. 48 heures, c'est le délai qu'Iran vient d'accorder à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït et au Qatar pour prendre une décision qui définira le Moyen-Orient pour les 50 prochaines années. Pas une négociation, pas une consultation diplomatique, un ultimatum délivré simultanément à chaque monarchie du Golfe via des canaux réservés. Le message était identique pour tous, simple, binaire, catastrophique, quelle que soit l'option choisie. Cessez de permettre aux forces militaires américaines d'utiliser votre territoire pour lancer des attaques contre l'Iran. Fermez les bases, refusez les droits de survol, mettez fin au soutien logistique. Ou acceptez que votre infrastructure pétrolière, celle sur laquelle repose toute votre économie, celle qui nourrit vos populations et alimente vos villes, devienne une cible militaire permanente qu'Iran détruira systématiquement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. 48 heures pour choisir entre le suicide économique et l'abandon stratégique. Il n'y a pas de troisième option, pas de juste milieu. Et le délai n'est pas négociable. L'Iran l'a précisé clairement. Nous ne demandons pas votre coopération. Nous vous informons des conséquences de votre choix. Choisissez l'Amérique. Vos champs pétroliers brûlent. Choisissez vos champs pétroliers. L'Amérique s'en va. Dans tous les cas, le Golfe tel qu'il existait il y a 2 semaines, celui où les monarchies équilibraient leurs relations des deux côtés, où la neutralité était possible, où la richesse achetait la sécurité, ce golfe-là a disparu. Et il ne reviendra pas. Le 8 mars 2026, des représentants iraniens ont délivré des messages identiques au prince héritier d'Arabie Saoudite, au président des Émirats Arabes Unis, à l'émir du Koweït et à la direction du Qatar, non pas par des canaux diplomatiques officiels, mais via des canaux renseignés que les États du Golfe maintiennent avec l'Iran précisément pour des communications qui ne peuvent pas être rendues publiques, le genre de canaux qu'on utilise quand le message est trop sensible pour la diplomatie formelle. Le message était direct. Votre territoire est utilisé pour lancer des attaques qui tuent des civils iraniens. Des avions américains décollent de vos bases. Des drones américains opèrent depuis vos pistes. Des missiles américains transitent par votre espace aérien. Des réseaux logistiques américains fonctionnent depuis vos ports. Chacune de ces opérations fait de vous des belligérants. Pas une partie neutre, des belligérants. Et les belligérants paient le prix en temps de guerre. Vous avez 48 heures pour mettre fin à l'utilisation militaire américaine de votre territoire. Passé ce délai, si les opérations américaines se poursuivent depuis votre sol, nous commencerons à détruire systématiquement votre infrastructure de production pétrolière. Pas vos bases militaires, vos champs pétroliers, vos raffineries, vos terminaux d'exportation, vos pipelines, vos installations de stockage, tout ce dont vous avez besoin pour extraire, traiter et exporter la ressource dont dépend votre économie. Nous le détruirons méthodiquement, complètement et irréversiblement, et vous ne pouvez rien faire pour nous en empêcher. Les monarchies du Golfe ont reçu ce message et ont immédiatement compris 3 choses. Premièrement, l'Iran ne bluffe pas. Les 2 dernières semaines ont démontré qu'Iran peut frapper n'importe quelle cible dans le Golfe avec précision. Les installations pétrolières saoudiennes ont déjà été attaquées. Les raffineries koweïtiennes ont été touchées. La capacité est prouvée. Deuxièmement, les défenses américaines ne peuvent pas protéger l'infrastructure pétrolière du Golfe. Il y a trop de cibles, trop dispersées, trop vulnérables. Un seul champ pétrolier saoudien, Ghawar, compte plus de 800 têtes de puits individuels réparties sur 280 km. On ne peut pas placer une batterie patriote sur chaque tête de puits. On ne peut pas intercepter chaque missile quand 50 sont lancés simultanément contre 50 cibles différentes. Les calculs ne fonctionnent pas. Troisièmement,
Le délai de 48 heures est réel. L'Iran n'engage pas une négociation. L'Iran en termine une. Le point de décision est ici, maintenant. Et différer est en soi un choix qu'Iran interprétera comme le choix de l'Amérique. Passons en revue ce que chaque option signifie réellement. Parce que ce n'est pas un puzzle diplomatique où une habile négociation trouve un chemin du milieu. C'est un piège binaire où les deux portes mènent au désastre. Option 1. Choisir l'Amérique. Dire à l'Iran que les États du Golfe ne plieront pas face aux ultimatums, que les engagements d'alliance avec l'Amérique comptent, que la souveraineté signifie accueillir les forces que l'on choisit. Les bases américaines restent. Les opérations américaines continuent. L'Iran met sa menace à exécution. Les missiles iraniens commencent à frapper les champs pétroliers saoudiens. Les installations d'Aramco qui produisent 10 millions de barils par jour commencent à tomber hors service. Pas tous en même temps, systématiquement. Un champ par jour. Une raffinerie par semaine. Une campagne soutenue conçue pour réduire la production pétrolière saoudienne de 10 millions de barils par jour à 5 millions, puis à 2 millions, puis à fonctionnellement zéro en l'espace de 3 mois. Qu'est-ce que cela fait à l'Arabie saoudite? Les revenus pétroliers représentent 87% des recettes de l'État saoudien. Quand la production pétrolière chute de 50%, les recettes de l'État chutent de 50%. L'Arabie saoudite ne peut plus payer les salaires du secteur public. Elle ne peut plus subventionner la nourriture et le carburant pour sa population. Elle ne peut plus financer les programmes sociaux qui empêchent une jeunesse avec 60% de chômage de se soulever. Le pays qui achetait la stabilité avec sa richesse pétrolière perd cette richesse pétrolière. La stabilité suit. Ce n'est pas hypothétique, c'est mathématique. Et le gouvernement saoudien le sait. Les Émirats arabes unis font face au même calcul. Les revenus du pétrole et du gaz représentent 30% du PIB. Mais surtout, ils sont le socle de tout le reste. Le marché immobilier dans lequel les investisseurs étrangers ont déversé leur argent s'effondre quand le pays devient une zone de guerre. Le secteur touristique que Dubaï a bâti disparaît quand les compagnies aériennes ne volent plus vers une ville sous attaque de missiles. L'industrie des services financiers se déplace vers Singapour quand les bombes commencent à tomber. Les Émirats ne perdent pas seulement leurs revenus pétroliers, ils perdent tout ce que ces revenus ont rendu possible. Le Koweït, le Qatar, même histoire, chiffres différents, résultats identiques. L'infrastructure pétrolière détruite signifie l'infrastructure économique effondrée. L'effondrement économique dans un État rentier signifie que l'effondrement politique suit en quelques mois. Option 2. Choisir le pétrole. Dire à l'Amérique que les États du Golfe ne peuvent plus accueillir de forces militaires américaines. Les bases ferment, les survols sont refusés. Le personnel américain a 30 jours pour partir. L'Iran cesse d'attaquer l'infrastructure pétrolière. Le pétrole continue de couler, l'économie survit. Et l'Amérique s'en va définitivement. Parce qu'une fois que vous expulsez les forces américaines en temps de guerre, vous ne les récupérez pas. L'alliance est terminée, pas en pause, terminée. Qu'est-ce que cela signifie stratégiquement ? Cela signifie que le Golfe n'a plus aucun garant de sécurité. L'Iran devient l'hégémon régional par défaut. L'Arabie saoudite, les Émirats, le Koweït, le Qatar, tous deviennent des États clients de l'Iran. Non pas par la conquête, mais par la simple réalité qu'ils ne peuvent pas se défendre seuls et que le pays qui pouvait les défendre est parti. L'influence iranienne s'étend vers chaque capitale du Golfe. Les préférences iraniennes deviennent la politique du Golfe. Les monarchies qui ont passé 70 ans à s'équilibrer contre la puissance iranienne viennent de lui offrir tout ce qu'elle voulait sans qu'Iran tire un seul coup de feu contre elle. Et l'Amérique perd le Moyen-Orient. Pas une guerre, la région entière. 60 ans d'infrastructures d'alliance, de positionnement stratégique, d'accès militaire. Tout cela disparaît parce que les États du Golfe ont choisi leur survie plutôt que l'alliance. La présence militaire américaine qui a défini la région depuis 1945 prend fin, non pas parce que l'Amérique a été vaincue militairement, mais parce que ses alliés ont conclu que la protection américaine coûte plus qu'elle n'apporte. Voici ce qui rend cet ultimatum stratégiquement brillant. Le délai de 48 heures ne laisse pas aux États du Golfe le temps de négocier. Il ne laisse pas à l'Amérique le temps de déployer des défenses supplémentaires. Il ne laisse de temps à personne pour trouver une sortie diplomatique. 48 heures, c'est assez pour prendre la décision, pas pour y échapper. L'Iran a conçu ce calendrier spécifiquement pour empêcher la seule chose dans laquelle les États du Golfe excellent, le délai et l'ambiguïté. Les monarchies du Golfe ont survécu des décennies en ne s'engageant jamais pleinement d'aucun côté des rivalités régionales.
Elles maintiennent des relations avec l'Amérique et l'Iran. Elles achètent des armes à l'Occident et maintiennent un dialogue avec Téhéran. Elles accueillent des bases américaines et envoient des délégations aux dirigeants iraniens. Cette stratégie fonctionnait parce que les deux camps la toléraient. L'Iran ne la tolère plus. L'ultimatum force un choix qui ne peut être différé, contourné, ni géré par l'ambiguïté diplomatique habituelle. Et les 48 heures créent un compte à rebours qui presse tout le monde simultanément. L'Arabie saoudite ne peut pas attendre de voir ce que décident les Émirats, car le délai est le même pour tous. Les Émirats ne peuvent pas se coordonner avec le Koweït, faute de temps pour des séances de stratégie multilatérale. Chaque pays doit faire son propre calcul isolément, sous pression temporelle, avec une information incomplète. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la coercition optimisée pour une efficacité maximale. Alors permettez-moi de vous poser une question sur votre nouveau monde si beau. Une fois que vous aurez tué les méchants, et que tout sera parfait, juste comme vous le vouliez, quand vous aurez enfin obtenu exactement ce que vous demandiez, que ferez-vous précisément des gens comme vous? Les perturbateurs. Comment allez-vous protéger votre glorieuse révolution de la suivante? Nous gagnerons. Vous en êtes sûr? Oui, enfin c'est possible, vous gagnerez peut-être. Mais on ne gagne pas éternellement. La roue tourne tout le temps. Alors je vous en prie, brisez le cycle. Pourquoi vous parlez encore? Parce que je veux que vous voyez où je veux en venir et j'y suis presque. Vous savez ce que je vois, docteur? Une boîte. Une boîte qui possède tout ce qu'il me faut. J'ai 50% de chance de réussir. Nous aussi. Et c'est parti, main sur les buzzers. Serait-ce votre jour de chance? Vous êtes prête à jouer? Qui sera la plus rapide? Qui sera l'heureuse gagnante? Ce n'est pas un jeu. Non, ce n'est pas un jeu, ma chère, je le pense très sincèrement. Pourquoi vous faites ça? Oui, moi aussi, j'aimerais le savoir. Pourquoi avoir organisé tout ça? Parce que ce n'est pas un jeu, ma chère Kate. Ceci est un modèle réduit d'une guerre. Toutes les guerres menées jusqu'à présent sont là, devant vous. Parce que c'est toujours pareil. Lorsque vous tirez la première balle, même si vous pensez avoir une bonne raison, vous n'avez aucune idée de qui va mourir. Vous ne savez pas à qui sont les enfants qui vont hurler de douleur et mourir brûlés. Combien de cœurs brisés? Combien de vies anéanties? Combien de sang versé avant que tout le monde se rende? Combien de cœurs brisés? Combien de vies anéanties? Combien de sang versé avant que tout le monde se rende compte de ce qu'il aurait fallu faire depuis le début? S'asseoir et se parler! Je demande à tous les hommes qui sont dans la salle de se lever et de faire du bruit pour que les femmes, absolument toutes les femmes victimes de violences, absolument toutes les violences, absolument tout ça, sachent que vous êtes à leur côté et que votre fraternité ne s'arrête pas aux frontières de notre pays. Vous vous levez aussi pour les femmes iraniennes, pour les femmes afghanes, pour défendre nos droits et les droits de toutes les femmes victimes d'un monde en guerre.